l'éruption en Islande. Next, where a volcano has erupted. A massive volcanic eruption. Et vu du ciel, cela ressemble à une grande balafre incandescente de 3 km de long. Salut à tous, c'est Antoine, et dans cette vidéo, vous l'aurez compris, je vais vous emmener en Islande dans un format un petit peu particulier. Ce coup-ci, vous n'allez pas me suivre dans l'ascension d'un volcan comme pour le Stromboli, et le volcanisme et la géologie islandaise vont faire l'objet d'un long format très prochainement, mais j'avais envie de vous raconter un peu l'histoire des récentes éruptions dont vous avez sûrement entendu parler au cours des dernières semaines. Il me semblait important de se pencher un peu sur tous ces événements, tant ils ont été importants pour la géologie globale de l'île, mais aussi et surtout pour tout le peuple islandais. On va donc rester bien au chaud dans ma chambre, dans ce merveilleux décor, et s'arrêter sur toutes les dates clés de cet événement pour vous apporter un peu plus de précision et comprendre un peu ce que ça implique localement. Allez, on est parti. Pour comprendre un peu mieux ce qui se passe, on va commencer par faire un petit point de géologie globale sur la situation de l'Islande. Donc il faut savoir que cette île est située à la rencontre entre deux plaques tectoniques dans une zone appelée une zone d'accrétion. En géologie, une zone d'accrétion, c'est un endroit où les plaques tectoniques vont s'écarter l'une de l'autre. Dans ce cas-là, on va avoir la plaque eurasienne et la plaque nord-américaine qui vont s'écarter à hauteur de 2 cm par an. À l'endroit où ces plaques s'écartent, la pression sur la roche du manteau va diminuer. Ces roches solides de base vont se liquéfier, former du magma qui va remonter en surface et combler les espaces vides et les fissures créées par l'écartement de ces plaques. Petit à petit, la lave qui va jaillir de ces fissures va s'accumuler pour former de gigantesques montagnes qui par moments vont émerger et créer de nouvelles îles. C'est ainsi qu'est née l'Islande et c'est à ça qu'on doit en partie son volcanisme si particulier et les événements récents dont on va parler tout de suite. Donc l'histoire commence fin octobre, début novembre, lorsqu'on a des secousses qui sont ressenties au niveau de cette péninsule de Reykjanes, très proche du Blue Lagoon, qui est un site hyper touristique et hyper visité en Islande. Sauf que les Islandais, plutôt habitués à ressentir ce type d'événements et aux tremblements de terre qui peuvent survenir dans la région, on n'y prête pas plus attention et la situation à ce moment-là n'est pas déclarée comme alarmante. Mais c'est le 10 novembre 2023, lorsque des milliers de séismes, l'un d'entre eux allant jusqu'à une magnitude de 5,3, ce qui commence à être assez énorme, vont secouer l'ensemble de la péninsule de Reykjanes, Grindavik et donc le Blue Lagoon. Tous ces séismes vont provoquer un fossé d'effondrement. En géologie, on appelle ça un graben, et c'est à partir de là que d'importantes mesures vont être prises. Grindavik va être évacué, donc ça fait l'évacuation de plus de 3500 personnes, ce qui est assez gargantuesque. Le Blue Lagoon va être fermé, et à partir de là, une attention toute particulière va être portée sur la situation, et des cartes des risques vont être publiées très régulièrement par l'Office météorologique islandais, pour un peu tenir toute la population au courant de ce qui se passe, et veiller à ce que de nombreuses mesures soient respectées. Pendant les semaines suivantes, il va être observé de très nombreuses intrusions magmatiques sous le plancher de l'île. On va pouvoir retrouver du magma au maximum à 800 mètres de profondeur, donc ce qui est vraiment très très proche. Et on va observer quotidiennement une déformation et une inflation des sols qui vont déformer le paysage islandais pour toujours. Et c'est le 18 décembre 2023, à 22h17 très exactement, que la Terre va s'ouvrir à seulement quelques kilomètres de Grindavik, qu'une fissure éruptive va se créer et que l'éruption va démarrer avec une violence extrême. Au cours des premières heures, la quantité de lave va être gigantesque. On va avoir des fontaines de lave pouvant aller à plus de 100 mètres de haut, mais cette intensité va diminuer très très vite, va s'affaiblir pour enfin s'arrêter après seulement 48 heures. Par contre, malgré ça, on va continuer à observer des intrusions magmatiques en profondeur, une déformation du sol, ce qui va nous indiquer que l'événement n'est clairement pas terminé. C'est pendant cette période-là que j'ai décidé de me rendre en Islande pour essayer de filmer un petit peu sur le terrain et de ramener des images de toute cette métamorphose du paysage. Malheureusement, comme d'hab, je n'ai pas eu de chance. Je me suis pointé là-bas sous une pluie et un vent horrible, donc je n'ai pu ramener aucune image, j'ai à peine pu aller sur le terrain, mais j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que pendant ce court séjour, j'ai rencontré Aël et Julie, qui sont deux Français installés en Islande depuis quelques années, et Aël a eu l'extrême gentillesse de m'accorder une interview pour nous apporter un peu plus de précision sur ce qui se passe et rentrer un peu dans le détail sur toute la situation là-bas. On se rend compte que ça peut sortir un peu n'importe où, et ce qui s'est passé là mi-décembre, en un quart d'heure, on a une éruption alors qu'on était dans une période qui paraissait plutôt calme. On a une éruption qui s'étire sur 4 km de long, donc le terrain tout entier là est potentiellement en capacité de faire apparaître
un rideau de lave sur plusieurs centaines de mètres ou kilomètres, avec un délai de prévenance de quelques dizaines de minutes. Donc c'est pas un terrain dans lequel on peut aller se dire je vais me balader librement et aller voir ce qui se passe, parce que ça peut se reproduire là, maintenant, ou dans 10 minutes. Donc on a été habitué à ce qui s'est passé en 2021-22 et l'été 2023 à des éruptions plutôt toutes petites et facilement approchables, touristiques comme ça a été décrit par le gouvernement, mais là on a changé vraiment de registre. C'est tentant de vouloir s'en approcher, ça c'est sûr. Nous les premiers on est intéressés par tout ce qui s'y passe, mais ça implique vraiment de connaître un peu le terrain et l'historique. Là nous on le suit depuis plusieurs années maintenant et on a accès autant que possible aux données de l'Office météo islandais et des informations de la protection civile, de la police. Et là même pour les habitants de Grindavik, mais pour les Islandais qui sont des gens qui ont toujours connu des éruptions depuis des centaines et des centaines d'années que le pays a été habité. Dans la région ça reste tout neuf en fait, parce que les dernières c'était à 800 ans, il y avait quelques dizaines d'habitants à peine dans le coin. Et là de voir que ça touche des infrastructures, des zones d'habitation avec plusieurs milliers d'habitants, la capitale qui a une vingtaine de kilomètres à peine, 20-25, il y a une prise de conscience qui est un peu... qui est nécessaire et on est dans une proximité, mais il y a un peu moins d'assurance, on va dire. Donc, non, il y a des enjeux un peu plus importants et ça, c'est relativement récent en fait dans l'histoire du pays. Toutes les éruptions habituellement sont plutôt dans les zones justement pas trop peuplées. Et là, on est à quelques kilomètres des 3/4 de la population du pays, donc on continue à surveiller quand même. Ça paraît nécessaire. Et seulement quelques semaines après le début de la première éruption, le 14 janvier 2024 à 7h57 très exactement, une nouvelle fissure éruptive va s'ouvrir, cette fois-ci à seulement quelques centaines de mètres de Grindavik. Le scénario le plus redouté est donc en cours, et ce qui va arriver est encore plus dramatique. À 12h05, une seconde fissure va s'ouvrir, cette fois-ci à une vingtaine de mètres des premières habitations, ce qui va incendier 3 d'entre elles, faisant entrer cet épisode éruptif dans un vrai scénario catastrophe pour toute l'Islande. À la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu malgré le format un petit peu particulier, plus posé, avec évidemment moins d'excitation, de terrain, etc. Forcément un peu plus dramatique vu les circonstances. Je pense quand même faire d'autres vidéos dans ce style-là, où je vous raconte des histoires liées au volcanisme, qu'elles soient récentes ou plus anciennes. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner, et je vous dis à dans 15 jours. Bisous.